Imagine un instant que tu croises quelqu'un dans la rue. Tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais tu te retournes. Ce n'est pas la beauté au sens classique du terme. C'est pas un vêtement particulier, c'est quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable. Une présence, une qualité d'être qui rayonne doucement, comme une lumière posée sur le visage d'une personne qui se sent bien là où elle est. Tu t'es peu être déjà demandé ce que ces gens ont de plus. Ce secret invisible qui les rend magnétiques, attirants, mémorables. Et si je te disais que ce n'est pas un talent inné, que ce n'est pas réservé à une élite de charismatiques nés sous une bonne étoile, que c'est en réalité quelque chose que chacun d'entre nous peut cultiver, nourrir, développer. Aujourd'hui, je voudrais t'emmener explorer ce territoire fascinant. Ce territoire qui se trouve à la croisée de la psychologie, de la présence à soi et de la relation aux autres. Parce que ce secret dont on va parler, c'est quelque chose que la science commence à mieux comprendre, mais que les sages, les philosophes, les contemplatifs ont toujours su d'une manière ou d'une autre. Je m'appelle Christophe André. Je suis psychiatre, je pratique depuis de nombreuses années et j'ai eu la chance d'accompagner des milliers de personnes dans leur chemin intérieur. Et l'une des choses qui m'a le plus frappé au fil du temps, c'est que les gens les plus attachants, les plus rayonnants ne sont pas nécessairement les plus beaux, les plus riches, ni les plus brillants intellectuellement. Ce sont souvent des gens qui ont développé une qualité très particulière dont on va parler longuement aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que tu prennes un moment, juste un moment. Est-ce que tu te souviens d'une personne dans ta vie qui t'a fait du bien simplement par sa présence? Quelqu'un qui, quand tu entrais dans une pièce où il ou elle se trouvait, tu te sentais un peu mieux, un peu plus léger, un peu plus toi-même. Si cette personne te vient à l'esprit, garde-la dans ton cœur le temps de cet audio. Elle nous servira de boussole. Parce que c'est précisément ce mystère que nous allons démêler ensemble aujourd'hui. Et je te promets que ce que tu vas découvrir ne te quittera plus. Commençons par une question qui peut sembler simple, mais qui est en réalité profonde. Qu'est-ce que cela veut dire être magnétique? Dans notre culture, on confond souvent magnétisme et performance. On pense que les gens magnétiques sont ceux qui parlent fort, qui occupent l'espace, qui dominent les conversations. On pense que c'est une question d'éloquence, de confiance affichée, d'une certaine assurance qui impressionne. Mais observe attentivement les gens que tu trouves vraiment attachants. Est-ce qu'ils monopolisent la parole? Est-ce qu'ils cherchent à briller? Est-ce qu'ils te font sentir petit ou inférieur? Rarement. En fait, très souvent, c'est le contraire. Les gens vraiment magnétiques ont cette capacité étrange et précieuse de te faire sentir important, de te faire sentir vu, d'être là, vraiment là, avec toi. Et c'est là que se cache le premier élément du secret, la présence authentique. La présence authentique, c'est pas une technique, c'est pas un truc appris dans un livre de développement personnel. C'est un état d'être dans lequel tu es suffisamment libre à l'intérieur pour pouvoir vraiment t'ouvrir à ce qui se passe dehors. Laisse-moi te donner un exemple qui vient de ma pratique clinique naturellement transformée pour préserver les personnes concernées. J'ai eu un patient, appelons-le Marc, qui venait me voir pour des difficultés relationnelles. Il se plaignait que les gens ne l'écoutaient pas, qu'il passait inaperçu dans les groupes, que personne ne semblait vraiment s'intéresser à lui. Et quand je l'observais parler, je remarquais quelque chose de très précis. Il était constamment en train de préparer sa prochaine phrase pendant que l'autre parlait. Il hochait la tête mécaniquement. Son regard était là physiquement, mais son esprit était déjà ailleurs, en train de construire ce qu'il allait dire. Il n'était pas présent. Et les autres le sentaient, même sans pouvoir le nommer. Nous avons travaillé ensemble sur quelque chose d'essentiel, lui apprendre à lâcher cette urgence intérieure de toujours avoir quelque chose à dire, à accepter les silences, à écouter non pas pour répondre, mais pour comprendre, pour ressentir, pour être touché par ce que l'autre partage.
Et quelque chose de remarquable s'est produit. En quelques mois, les gens autour de lui ont commencé à lui dire des choses comme: Tu sais, j'aime vraiment parler avec toi. J'ai l'impression que tu m'écoutes vraiment. Et lui était parfois déconcerté parce qu'il avait l'impression de faire moins qu'avant. Il parlait moins, il cherchait moins à impressionner. Et pourtant, il était devenu plus attachant. C'est le paradoxe du magnétisme authentique. Il se construit souvent par soustraction plutôt que par addition. En enlevant les masques, les performances, les stratégies, en osant être simplement là. Mais pourquoi est-ce si difficile d'être simplement présent? Pourquoi notre esprit s'échappe-t-il si souvent? La réponse, les neurosciences nous l'ont confirmé ces dernières décennies, c'est que notre cerveau est structurellement conçu pour errer. Il y a ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, ce mode de fonctionnement que le cerveau adopte quand il n'est pas concentré sur une tâche précise. Et dans cet état, il vagabonde, il revisite le passé, il anticipe l'avenir, il ressasse, il projette, il imagine. Des études menées à Harvard ont montré que nous passons environ 47% de notre temps éveillés à penser à autre chose qu'à ce que nous sommes en train de faire, presque 1 heure sur 2. Et cette même étude a montré quelque chose encore plus frappant. Les gens étaient moins heureux quand leur esprit errait, quelle que soit l'activité qu'ils pratiquaient. Même des activités agréables étaient moins satisfaisantes quand l'esprit était ailleurs. Donc voilà déjà quelque chose de très concret. Si tu veux devenir plus magnétique, plus présent, plus attirant pour les autres, l'une des premières choses à cultiver, c'est ce retour à l'instant. Ce retour à ici et maintenant. Et je sais ce que tu peux penser à ce stade. Christophe, c'est facile à dire, mais comment faire concrètement? Nous allons y venir. Mais d'abord, je veux aller plus loin dans la compréhension du secret. Parce qu'il y a un deuxième élément peut être encore plus fondamental. Et cet élément, c'est quelque chose que j'ai vu transformer des vies de manière radicale. C'est l'acceptation de soi. Attends, ne ferme pas l'oreille tout de suite. Je sais que l'expression acceptation de soi a été tellement utilisée qu'elle en est devenue presque creuse. Mais je veux te parler d'une forme d'acceptation très précise, très concrète, très différente de ce que l'on entend habituellement. L'acceptation de soi dont je parle, c'est pas la résignation. C'est pas de se dire je suis comme ça, tant pis. Ce n'est pas non plus une forme de complaisance qui t'empêche de grandir. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est la capacité à se regarder avec la même bienveillance qu'on accorderait à un ami proche, ni dans le déni de ses défauts, ni dans leur exagération. Et là, il y a quelque chose de psychologiquement très intéressant. Les recherches en psychologie sociale ont montré de façon répétée que les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes fragile, c'est à dire une estime qui dépend du regard des autres, qui fluctue selon les succès et les échecs, qui a besoin d'être constamment alimentée par des validations extérieures. Ces personnes sont paradoxalement moins attachantes que celles qui ont une estime de soi plus stable et plus ancrée. Pourquoi? Parce que quand ton estime de toi dépend du regard de l'autre, tu entres dans chaque interaction avec une forme d'anxiété invisible. Tu cherches à plaire, tu surveilles les réactions, tu t'adaptes constamment pour être aimé, et les autres le sentent. Même inconsciemment, ils sentent cette quête de validation. Et curieusement, ça les éloigne plutôt que ça ne les attire. Alors que quelqu'un qui n'a pas besoin de ton approbation pour se sentir bien, quelqu'un qui est là avec toi mais pas dans le besoin de toi, cette personne dégage quelque chose de rare, quelque chose de rassurant et d'attirant à la fois. Je me souviens d'une conversation avec une collègue il y a quelques années. Elle me disait qu'elle avait remarqué que les patients qui avançaient le plus vite en thérapie étaient rarement ceux qui arrivaient avec le plus grand désir de changer. Ils étaient souvent ceux qui arrivaient avec le plus grand désir de se comprendre. Nuance énorme. Vouloir changer, ça vient souvent d'un refus de soi, d'un je ne veux plus être comme ça. Et ce refus, cette lutte contre soi-même, consomme une énergie phénoménale. Énergie qui n'est plus disponible pour autre chose, pour la créativité, pour la relation, pour la joie.
Vouloir se comprendre, en revanche, ça vient d'une curiosité bienveillante envers soi et cette curiosité, elle crée de l'espace. Elle permet quelque chose que j'appelle la souplesse intérieure. La souplesse intérieure, c'est cette capacité à ne pas être rigide dans sa propre image, à se dire je suis quelqu'un qui peut se tromper, qui peut avoir peur, qui peut être maladroit, et c'est correct, c'est pas une catastrophe. Et cette souplesse, elle se perçoit dans la façon dont on interagit avec les autres. Les gens rigides, dans leur rapport à eux-mêmes, ont tendance à l'être aussi dans leurs relations. Ils défendent leur position avec une intensité qui décourage le dialogue. Ils ont du mal à accueillir les différences, ils se sentent menacés par les remises en question. Les gens souples, en revanche, peuvent rire d'eux-mêmes, peuvent changer d'avis sans que ce soit une défaite, peuvent dire je ne sais pas sans anxiété. Et cette légèreté-là, elle est profondément magnétique. Si ce que tu entends résonne en toi, si ça t'aide à mieux te comprendre ou à mieux comprendre les gens qui t'entourent, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour qu'on puisse continuer ce chemin ensemble. Ça m'aide vraiment à savoir que ce travail est utile et ça me permet de continuer à te proposer ce type de contenu. Parlons maintenant d'un troisième élément du secret. Celui-là, peut être le plus contre-intuitif de tous. Et je pense qu'il va te surprendre. C'est la vulnérabilité. Je sais. Dans notre culture, la vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, comme quelque chose à cacher, à surmonter, à masquer derrière une façade de compétence et de maîtrise. Et pourtant, les études menées par Brené Brown et bien d'autres chercheurs montrent quelque chose d'absolument fascinant. La vulnérabilité est l'un des plus puissants catalyseurs de connexion humaine. Quand quelqu'un ose montrer une faille, une hésitation, une émotion vraie, quelque chose se passe dans notre cerveau. L'amygdale, ce centre émotionnel, se détend. Le cortisol, hormone du stress, baisse légèrement. Et l'ocytocine, hormone du lien, commence à être sécrétée. En termes simples, quand quelqu'un est vulnérable avec toi, ton cerveau te dit cette personne est de confiance et tu t'ouvres à elle. C'est pour cela que les conférenciers les plus touchants ne sont pas toujours les plus brillants techniquement. Ce sont souvent ceux qui osent dire j'ai eu peur, j'ai échoué, je me suis trompé. Ce sont ceux qui permettent à l'auditeur de se dire moi aussi, je ne suis pas seul dans ça. La vulnérabilité crée de la résonance. Et la résonance est le moteur invisible du magnétisme. Mais attention, il y a une distinction très importante à faire ici. Il y a une différence entre la vulnérabilité authentique et ce que les psychologues appellent le débordement émotionnel. La vulnérabilité authentique, c'est quand tu partages quelque chose de vrai sur toi, dans un contexte approprié, de façon mesurée, avec une certaine distance et une certaine légèreté possible. C'est dire à un ami, tu sais, j'ai vraiment eu du mal ces derniers temps, avec la conscience que c'est quelque chose de passé ou de traversable. Le débordement émotionnel, c'est tout autre chose. C'est quand on inonde l'autre de ses difficultés, quand chaque conversation devient un déversoir, quand l'autre se retrouve à porter quelque chose qu'il n'a pas demandé à porter. Et là, paradoxalement, on obtient l'effet inverse. L'autre se retrouve épuisé. Il commence à éviter les interactions parce qu'elles coûtent trop cher émotionnellement. Donc la vulnérabilité magnétique, c'est une vulnérabilité dosée, choisie, offerte, avec une forme de dignité. C'est la capacité à dire je ne vais pas parfaitement bien sans que l'autre se sente responsable de te réparer. C'est laisser voir une partie de ton humanité sans te noyer dedans. Et ça, c'est un art qui se cultive, un art qui demande une certaine connaissance de soi. Voilà qui nous amène naturellement au cœur du sujet, parce que tout ce que je t'ai décrit jusqu'ici, la présence authentique, l'acceptation de soi, la vulnérabilité mesurée, tout cela repose sur quelque chose de fondamental, quelque chose que j'appellerais l'intelligence émotionnelle de soi. Non pas seulement l'intelligence émotionnelle au sens de je comprends les émotions des autres, qui est la définition la plus répandue,
mais quelque chose de plus profond encore, la capacité à comprendre, à accueillir et à naviguer ses propres émotions. Parce que voilà ce que j'ai observé, les gens qui ont du mal dans leurs relations, qui se sentent mal compris, qui ont l'impression de ne jamais vraiment connecter avec les autres, ce ne sont pas toujours des gens qui manquent d'empathie. Ce sont souvent des gens qui ont du mal avec leurs propres émotions, qui les fuient, les surjouent, les nient ou les laissent tout envahir. Et quand on n'est pas à l'aise avec ses propres émotions, ça crée une sorte de bruit de fond intérieur, une agitation sous-jacente que les autres perçoivent même sans pouvoir la nommer. Et ce bruit de fond, il brouille la connexion. Laisse-moi te parler d'une image que j'utilise souvent en consultation. Imagine un lac en montagne. Quand la surface est agitée, pleine de vagues et de remous, tu ne peux pas voir le fond. Tout est trouble, tout est flou. Mais quand la surface est calme, quand il n'y a pas de vent, quand l'eau est posée, tu peux voir jusqu'au fond avec une clarté presque irréelle. Et dans cette clarté, tout est plus beau. Les reflets du ciel, les pierres du fond, les herbes aquatiques qui ondulent doucement. Nos émotions sont comme la surface de ce lac. Quand elles sont constamment agitées, nous ne pouvons pas nous voir clairement et les autres ne peuvent pas non plus nous percevoir clairement. Mais quand nous apprenons à les apaiser, pas à les supprimer, mais à les apaiser, à les accueillir sans être emportés par elles, quelque chose se clarifie. Et cette clarté, elle se transmet, les gens autour de nous la sentent. Ils se sentent plus calmes en notre présence, moins anxieux, plus eux-mêmes, et c'est là que le magnétisme opère vraiment. Pas parce que tu es brillant ou beau ou fascinant, mais parce que ta présence crée de la sécurité. Et la sécurité, c'est l'une des choses dont les êtres humains ont le plus besoin et qu'ils trouvent le plus rarement. Il y a une notion en psychologie que j'aimerais t'expliquer simplement, parce qu'elle est centrale dans tout ça, c'est la notion d'attachement sécure. John Bowlby, puis Mary Ainsworth ont développé dans les années 60 et 70 la théorie de l'attachement. Ils ont montré au départ, en étudiant les nourrissons, que notre façon de nous attacher aux autres est profondément influencée par nos premières expériences relationnelles et que ces patterns d'attachement nous accompagnent tout au long de la vie. Un enfant qui a eu des parents suffisamment présents, suffisamment cohérents, suffisamment disponibles émotionnellement, développe ce qu'on appelle un attachement sécure, et un adulte avec un attachement sécure n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien. Il peut être intime sans se perdre, il peut être seul sans se sentir abandonné, il peut s'engager sans craindre que l'engagement le détruise. Et devines-tu quelle est la qualité principale que les gens à l'attachement sécure dégagent? Exactement. Une présence rassurante, un magnétisme doux mais puissant, une attraction naturelle. Mais la bonne nouvelle, et c'est là que la psychologie moderne a fait des progrès considérables, c'est que l'attachement n'est pas une fatalité. On peut à tout âge développer ce qu'on appelle un attachement sécure acquis. Non plus par l'expérience d'une enfance idéale qu'on n'a pas toujours eue, mais par un travail sur soi, par des relations thérapeutiques, par des expériences relationnelles réparatrices. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre, si tu trouves quelque chose de précieux dans ce que nous explorons ensemble, prends un moment pour t'abonner à la chaîne. Ça me permet de savoir que ce travail a du sens et ça t'assure de ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et si tu penses à quelqu'un dans ta vie qui pourrait bénéficier de cet audio, partage-le lui. C'est parfois un simple geste qui change quelque chose. Continuons notre exploration, parce que jusqu'ici, nous avons parlé de présence, d'acceptation de soi, de vulnérabilité, d'intelligence émotionnelle. Mais il y a un autre élément du secret que je veux absolument aborder, et c'est quelque chose que j'appelle la générosité d'attention. La générosité d'attention, c'est une forme de don que peu de gens pratiquent vraiment, mais que tout le monde apprécie profondément quand ils le reçoivent. Nous vivons dans une époque d'hyperstimulation.
les écrans, les notifications, les informations en continu, le bruit constant. Dans cet environnement, l'attention est devenue une ressource rare, peut être la ressource la plus précieuse de notre époque. Et quand quelqu'un te donne vraiment son attention, quand il pose son téléphone, qui te regarde dans les yeux, qui t'écoute avec tout son être, sans juger, sans se hâter de te donner des conseils, sans attendre son tour de parler, tu ressens quelque chose d'extraordinaire. Tu te sens exister pleinement, tu te sens important, tu te sens vu. Et la personne qui te donne ça, tu ne l'oublies pas. Elle devient précieuse pour toi, elle devient magnétique. Il y a quelques années, j'ai participé à un séminaire avec des médecins et des soignants et l'un des exercices proposés était très simple, presque déconcertant dans sa simplicité. On formait des binômes. L'un parlait pendant 5 minutes de quelque chose d'important pour lui. L'autre écoutait sans jamais interrompre, sans commenter, sans hocher la tête de façon exagérée, juste en étant là, pleinement présent. 5 minutes. Juste 5 minutes. Et à la fin de l'exercice, sans exception, les gens qui avaient été écoutés avaient les larmes aux yeux. Certains disaient que c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un les avait vraiment écoutés. Vraiment. Pas pour les corriger, pas pour les conseiller, pas pour partager une expérience similaire, juste pour les entendre. C'était bouleversant. Et ça m'a rappelé à quel point cette simple qualité, être vraiment là pour l'autre, est à la fois rare et extraordinairement puissante. La générosité d'attention, c'est un cadeau que tu peux offrir à n'importe qui, à ta famille, à tes amis, à tes collègues, à un inconnu dans un café. Et chaque fois que tu l'offres, tu laisses une trace dans la vie de cette personne, une trace lumineuse. Mais voilà, une question que je pose souvent, comment peut-on offrir ce qu'on ne se donne pas à soi-même? C'est là que tout se tient, c'est là que le cercle se referme. Pour être vraiment présent à l'autre, il faut d'abord apprendre à être présent à soi. Pour offrir de la bienveillance à l'autre, il faut d'abord cultiver la bienveillance envers soi. Pour créer de la sécurité autour de soi, il faut d'abord trouver une forme de sécurité intérieure. Et c'est pour ça que ce secret psychologique dont on parle aujourd'hui n'est pas une technique de séduction, ce n'est pas un ensemble de comportements à adopter pour plaire aux autres. C'est un chemin vers soi, un chemin vers plus d'authenticité, plus de présence, plus de paix intérieure. Et c'est là que réside le vrai secret. Les gens magnétiques ne cherchent pas à être magnétiques, ils cherchent à être vrais. Et c'est précisément parce qu'ils ne cherchent pas à séduire qu'ils séduisent. Je veux te parler maintenant de quelque chose que j'appelle la régulation émotionnelle active, parce que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, la présence, l'acceptation, la vulnérabilité dosée, la générosité d'attention, tout cela demande une certaine capacité à ne pas être submergé par ses propres émotions. Et là, je veux être très concret, très pratique, parce que la théorie, c'est bien, mais ce qui transforme vraiment les vies, ce sont les pratiques régulières. La première pratique que je voudrais te suggérer, c'est ce que j'appelle le scan émotionnel quotidien. Chaque matin, avant de plonger dans ta journée, prends 3 minutes, juste 3 minutes. Et pose-toi cette question, comment est-ce que je me sens là, maintenant, dans mon corps? Pas est-ce que je vais bien ou pas bien comme une case à cocher, mais vraiment qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que ma poitrine est serrée? Est-ce que mes épaules sont tendues? Est-ce que j'ai un nœud dans l'estomac? Est-ce que je me sens léger? Est-ce que j'ai de l'énergie ou est-ce que je suis épuisé avant même de commencer? Le corps est un baromètre extraordinaire de notre état émotionnel. Et le simple fait de lui donner quelques minutes d'attention chaque matin crée progressivement une relation plus fine, plus nuancée avec soi-même. Et cette relation avec soi, je te le dis avec conviction, après des années de pratique clinique et personnelle, c'est la fondation de tout le reste. La deuxième pratique, c'est ce que j'appelle le moment de transition consciente. Chaque fois que tu passes d'un contexte à un autre, d'une réunion à une autre, du travail à la maison, d'une conversation téléphonique à une rencontre en personne, prends quelques secondes. Quelques secondes seulement.
Respire, une ou deux respirations profondes, et demande-toi qui est-ce que je veux être dans ce prochain contexte? Comment est-ce que je veux être présent? C'est pas grand-chose, mais cette micro